Salut les amis, dans cette vidéo je vais analyser deux actions qui remplissent mes 6 critères de qualité. Donc on va regarder leurs finances et aussi la valorisation pour voir si le prix actuel pourrait m'intéresser. Et ces deux actions je les ai trouvées sur la page Superstocks sur Gram, donc qui rassemble toutes les actions qui remplissent justement mes 6 critères. Donc vous avez le lien en description si ça vous intéresse. Et on démarre par Lululemon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lululemon, c'est une entreprise qui vend des vêtements de sport. Donc principalement axée vêtements de yoga, de course à pied et de fitness. Et forcément on voit qu'elle remplit les 6 critères. Donc pour rappel, mes 6 critères, c'est une bonne croissance du chiffre d'affaires, une bonne croissance du free cash flow, un bon ROCE, une dette qui est faible, un nombre d'actions qui n'augmente pas et des marges qui sont élevées. Et la logique entre tout ça, c'est que la métrique qui est la plus corrélée à l'évolution du cours de bourse, c'est l'évolution du free cash flow par action. Et donc pour avoir un free cash flow par action qui est en croissance, il faut un free cash flow en croissance et un nombre d'actions qui dans l'idéal baisse. Donc ça fait le numérateur du free cash flow par action qui augmente et le dénominateur du free cash flow par action qui diminue. Donc forcément le free cash flow par action augmente plus vite. Et pour avoir un free cash flow qui augmente, il vaut mieux avoir aussi un chiffre d'affaires qui augmente. Et ce qui va permettre à une entreprise d'avoir son free cash flow qui augmente sans avoir à s'endetter ou à vendre des actions, c'est avoir un ROCE élevé, donc une capacité à bien réinvestir son argent, et aussi des possibilités de réinvestissement du coup pour réinvestir ses sous à ce bon ROCE. Et puis des marges élevées pour éviter qu'au moindre problème l'entreprise se retrouve à perdre de l'argent, et aussi parce que ça peut être un signe de moat, donc de rempart concurrentiel. Donc allons voir le chiffre d'affaires de Lululemon. Et là sur les graphiques avant j'avais des données limitées à 15 ans en arrière, maintenant ça remonte jusqu'à 40 ans en arrière. Et j'affiche aussi la croissance annuelle ici sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc on voit que Lululemon sur les 5 dernières années a une croissance annuelle moyenne de 24%, 21% sur les 10 dernières années et 36% sur les 20 dernières années. Donc c'est une boîte en forte croissance et ça fait maintenant quand même un petit moment, ça fait 20 ans. Et ils n'ont jamais eu de période de faiblesse à part là 2012-2013, mais c'est quasiment rien. À part ça, chaque année ils ont toujours eu des croissances à 2 chiffres et voire même souvent au-dessus des 20%. Donc c'est une croissance du chiffre d'affaires qui est parfaite, hein. On voit qu'il n'y a pas de ralentissement, plus 18% en 2023. On va regarder maintenant la croissance du free cash flow, deuxième critère. Donc pour rappel, le free cash flow, c'est quand une entreprise prend son chiffre d'affaires, donc tout ce qu'elle a encaissé, moins toutes ses dépenses, il reste le free cash flow. Et c'est ce qu'elle va pouvoir utiliser pour verser des dividendes, pour racheter des actions, pour réinvestir sur elle-même, faire des acquisitions, rembourser de la dette. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc là on a une croissance qui est un petit peu moins régulière. Et la moyenne sur 5 ans est de 26% par an et 10 ans 25% par an. Donc c'est très élevé. Mais il y a quand même un gros pic en 2023. Et quand il y a comme ça un pic assez soudain, c'est quand même bien d'aller vérifier à quoi c'est dû. Quelle va être la trajectoire après ça? Est-ce qu'on s'attend à un retour un petit peu à la normale ou est-ce que ça va se poursuivre dans la lignée de cette croissance-là? Donc ça, c'est un point à vérifier si on veut investir dans Lululemon. Parce que là, ils ont fait 1,6 milliard, l'année juste avant, c'était 3,3 milliards, l'année juste avant, c'était 1 milliard, donc il faudrait quand même aller vérifier ça. Parce que si on regarde, par exemple, 2010, 137 millions de free cash flow, 2022, 327 millions, ça, c'est pas ouf comme croissance, donc bon, j'imagine qu'en 2022 il y a une explication, mais voilà, en tout cas il faudrait quand même aller vérifier ce qui s'est passé à la fois en 2022, pourquoi il était si bas, et ce qui s'est passé en 2023, pourquoi est-ce qu'il était si élevé, pour voir à quel niveau est l'anomalie. Mais voilà, en tout cas je pense que c'est pas mal. Ensuite, critère suivant, donc c'est le ROCE, donc je prends le free cash flow divisé par le capital employed, et je veux qu'il soit supérieur à 15%, donc il est à 19,62%, donc c'est très bien, en moyenne sur les 5 dernières années. Au niveau de la dette, il n'y en a pas, on peut vérifier ça dans le bilan. Donc on va tout en bas, on a le total de la dette ici, 1,4 milliard, et tout là-haut, le cash, 1,9 milliard. On fait 1,4 milliard, total de la dette, moins le cash, donc moins 1,9 milliard. On obtient la dette nette, donc moins 500 millions. Ça veut dire qu'ils ont 500 millions de plus en cash que de dette, quoi, donc un excédent de cash. Donc ils sont pas du tout endettés. Donc pas de problème à ce niveau-là, ça veut dire pas de risque de faillite, etc. Ensuite, critère numéro 5, on voit que le nombre d'actions est en baisse de 5% sur les 5 dernières années. Donc ce qui compte pour moi, c'est surtout qu'il ne soit pas en augmentation, donc que les actionnaires ne se fassent pas diluer. Donc une baisse de 5%, ça me va. On le voit ici, donc toujours dans le compte de résultat, tout en bas, on a le nombre d'actions. Donc on voit qu'ils rachètent un petit peu leurs actions au fur et à mesure du temps, voilà, rien de fou. Donc ça c'est bon. Et au niveau de la marge du free cash flow, elle est de 12% en moyenne et je veux qu'elle soit supérieure à 10%, sachant que dans ce secteur, 12% c'est vraiment des bonnes marges, hein. On peut aller regarder comment ça a évolué
ici donc dans les flux de trésorerie. En bas j'ai rajouté donc la marge du free cash flow et on voit qu'en fonction des années elle varie un petit peu entre 4% et 17%. Donc je pense qu'en effet il y a une raison qui explique le free cash flow plus faible de 2022 parce que c'est vraiment une marge plus faible que ce qu'ils ont d'habitude. Leur plus bas c'était plutôt du 7,5. Donc voilà, pour le secteur, c'est plutôt des bonnes marges. En général, j'investis dans des boîtes qui ont quand même des marges plus élevées que ça. Donc forcément, c'est rarement des entreprises de vente de vêtements. Mais voilà, ça reste pas mal. Donc voilà pour la situation financière de Lululemon et les critères de qualité. On va passer à la valorisation, et ensuite je ferai une petite conclusion sur Lululemon. Et on passera après à la deuxième entreprise. Donc on part du free cash flow par action des 12 derniers mois. On va appliquer un taux de croissance moyen annuel pour les 10 prochaines années. Et ensuite un multiple de valorisation price sur free cash flow pour Lululemon. Donc le plus simple à fixer, c'est le price sur free cash flow. Donc on voit qu'actuellement ils sont à 22 fois le free cash flow. Et la moyenne sur 5 ans c'est 71 fois. Donc ça me paraît extrêmement élevé. Et sur 10 ans c'est 57 fois. Je vais regarder comment ça a évolué au fur et à mesure des années. Donc si on regarde ici, ça c'est le price sur free cash flow de Lululemon au fur et à mesure du temps. On voit qu'effectivement aujourd'hui ils sont à un plus bas. Et auparavant, ils sont très rarement passés sous les 25 et ils ont très souvent été dans les 30 voire 40. Ouais, voire plus. Donc ça s'explique par la croissance qui est très élevée et par la qualité de l'entreprise qui a l'air très bonne pour une entreprise de vêtements. Mais de mon côté, je mettrais pas plus de 25 dans tous les cas. Au-dessus, je trouve que c'est trop de risques. Et encore, je me tâte même à mettre 20. Mais bon, on va mettre 25 pour cette vidéo. Donc 25 fois le free cash flow comme multiple dans 10 ans pour Lululemon. Et pour le taux de croissance, même si on voit que sur les 5 dernières années, c'est en moyenne 27, et sur les 10 dernières années, c'est 26 en moyenne, pour moi, c'est trop de risques de partir sur le principe que ces niveaux de croissance-là vont se prolonger dans le futur. C'est des niveaux de croissance qui sont quand même très élevés et il pourrait y avoir plein d'événements qui font qu'elle est divisée par deux et ça resterait quand même des très bonnes croissances, 13% par an. Et quand je compare à une boîte par exemple comme Fortinet, qui a des niveaux de croissance passés qui sont à peu près aussi de 26-27% par là, bah, le prix actuel il se justifie pour des croissances qui sont 2 fois inférieures. Donc pour Lululemon je vais faire pareil, je vais mettre maximum 12% et c'est parti, on va voir quel prix juste ça me donne. Donc je rappelle que moi mon objectif en bourse c'est de faire croître mon capital le plus possible, donc je vise une performance annuelle d'au minimum 13% par an. Et parce que ça me permet aussi de battre la performance historique du S&P 500 qui est d'à peu près 9-10%. Donc si je regarde ici pour 13% de performance annuelle, il faudrait que j'achète l'action à 447$ et elle est aujourd'hui à 318$. Donc là, il semble y avoir une opportunité. Donc ça ne veut pas dire que je vais me ruer dessus pour acheter. Déjà, je vais tester des hypothèses plus pessimistes pour voir ce que ça donne. Si je mets 10% de croissance et 20 fois le free cash flow, on arrive à 331, donc on est à peu près au prix actuel. Donc le prix actuel me paraît vraiment raisonnable pour Lululemon. Donc maintenant, il reste quelques questions quand même à creuser avant de potentiellement acheter. Déjà, je me demande quel est le moat. J'ai du mal à voir quel est le moat de Lululemon. Donc il lui permettrait de garder un ROCE élevé comme ça pendant encore longtemps et de garder aussi ce niveau de marge. Donc j'ai du mal comme ça à voir quel moat ils ont, par exemple, par rapport à des boîtes comme Nike. J'ai pas l'impression que Lululemon ce soit une marque forte, donc ça c'est un sujet à creuser avant d'investir. Et deuxième point qui me fait hésiter, c'est que je me rappelle de Warren Buffett qui disait qu'il n'investirait pas dans des entreprises de retail parce que c'est des entreprises qui doivent être gérées par des personnes très intelligentes et compétentes, mais qu'il y a forcément un jour où elles finiront par être gérées par des idiots. Donc voilà, c'est les deux choses qui me font hésiter à investir dans Lululemon, mais en tout cas ça vaut le coup d'aller creuser. Donc dites-moi ce que vous pensez de Lululemon en commentaire. Et puis on passe à la deuxième qui est Ulta Beauty. Alors déjà j'ai demandé à ChatGPT un petit résumé du business model. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la vente de produits de beauté, maquillage, soins de la peau, produits capillaires, parfums. Voici un résumé simple de leur business model et différence avec Sephora, donc concurrent direct de Sephora. Donc large gamme de produits, vaste sélection de produits allant des marques de luxe aux marques de pharmacie, ce qui attire une large clientèle avec différents budgets. Services en magasin, donc Ulta offre des services de salon comme des coupes de cheveux, des colorations, des soins du visage, des manucures, augmentant ainsi le trafic en magasin et offrant une expérience complète de beauté. Programme de fidélité, très attractif, Ultamate Rewards, qui permet aux clients de cumuler des points et d'obtenir des réductions, encourageant ainsi les achats récurrents. Très bien, vente en ligne et en magasin. Ulta combine la vente en ligne et la vente en magasin, offrant une expérience omnicanal. Les clients peuvent acheter en ligne et retirer leurs produits en magasin ou faire des achats directement en boutique.
Et événements et promotions, Ulta organise régulièrement des événements spéciaux et des promotions comme le 21 Days of Beauty pour attirer les clients et stimuler les ventes. Et pour les différences avec Sephora, donc le positionnement est différent. Ulta s'est positionné comme une destination de beauté à guichet unique avec une gamme complète de produits de luxe et de pharmacie ainsi que des services de salon. Et Sephora s'est axé principalement sur les produits de beauté, de luxe et haut de gamme avec une forte concentration sur les marques exclusives et innovantes. Ok, donc Sephora c'est uniquement des produits plutôt haut de gamme et Ulta c'est une gamme plus large de produits mais aussi des services. Produits et marques, Ulta offre une combinaison de produits de luxe et de pharmacie, ce qui attire une clientèle plus large en termes de pouvoir d'achat, et Sephora se concentre sur les produits de luxe et de niche avec une sélection plus limitée de produits de pharmacie. Et sur les services, Ulta propose une large gamme de services en salon, y compris des soins capillaires et de la peau, et Sephora offre des services de beauté en magasin comme des mini makeovers et des consultations de soins de la peau, mais moins de services de salon complets. Et ils sont bien concurrents directs. Donc voilà pour une petite présentation du business, donc ça permet de mieux comprendre de quoi on va parler. Et on va regarder un petit peu les chiffres, donc on va passer plus rapidement. Je ne vais pas réexpliquer à quoi servent les critères. Donc on voit que c'est quand même des niveaux de croissance qui sont plus faibles. Par contre, il y a beaucoup plus de rachats d'actions, et le reste est à peu près similaire. Donc la croissance, pareil, une belle courbe bien régulière de croissance depuis 2002, avec une moyenne sur 5 ans de 11%, sur 10 ans de 15% et sur 20 ans de 18%. Donc il y aurait un petit ralentissement, mais qui pourrait s'expliquer peut-être par 2020, donc le Covid. Donc ça c'est bon, très bonne croissance. Ensuite on regarde la croissance du free cash flow, qui est pareil un petit peu moins régulière. Il n'y a pas eu, c'était bof jusqu'à 2015, et à partir de 2016 ça a commencé à bien exploser. Donc ce serait intéressant de voir quel changement il y a eu dans le business à ce moment-là, parce que c'est pas un hasard s'ils perdaient de l'argent de 2002, voire avant, jusqu'à 2008. Ensuite plutôt free cash flow stagnant de 2009 à 2015, et ensuite ça commence à exploser. Et en tout cas depuis 2016 la croissance est très bonne. Donc ça c'est bon. Ensuite le ROCE 25%, c'est très élevé, donc c'est très bien. La dette, il y en a un tout petit peu, mais c'est totalement gérable, ils peuvent la rembourser en 1 an et demi. Donc si on regarde ici, 1,9 milliard de dette et 525 millions de cash. Donc il y a 1,4 milliard de dettes, mais on voit qu'ils font en free cash flow 1 milliard. Donc voilà, c'est pas problématique du tout. Ensuite, l'évolution du nombre d'actions. Donc eux, ils rachètent pas mal d'actions quand même, moins 18% presque sur les 5 dernières années. C'est des rachats d'actions qui sont importants. Donc on va regarder comment ça évolue. Et ils font des rachats d'actions depuis 2015. Donc ça correspond d'ailleurs au moment où leur free cash flow aussi a commencé à bien croître. Et depuis, le nombre d'actions baisse de 3,8% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Donc très bien. Et là, on va pouvoir voir d'ailleurs l'effet d'avoir des rachats d'actions sur la différence entre la croissance du free cash flow et la croissance du free cash flow par action. On va voir que ça fait accélérer la croissance du free cash flow par action, ce qui nous arrange en tant qu'actionnaire. Donc le free cash flow sur les 5 dernières années, c'est 10,33% par an de croissance ici, et par action, c'est 14,68% par an. Et donc cette différence, elle est due au rachat d'actions. Donc c'est parfait. Et le dernier critère, c'est la marge. Donc une marge du free cash flow de 10,5% en moyenne. Je connais pas bien ce secteur, mais je pense que dans le secteur, c'est des bonnes marges. Ça reste des produits physiques. On va regarder comment ça évolue. Et alors, c'est des marges qui sont en hausse, donc ça, c'est une très bonne chose, très bon signe. Ça veut dire, pour ça, il peut y avoir deux hypothèses. Soit ça veut dire qu'ils arrivent à augmenter leur prix, donc ils ont du pricing power, donc c'est un signe de rempart concurrentiel. Soit ça veut dire que leur business model se glisse plus vers le service qui, j'imagine, a des marges qui sont plus élevées. Donc voilà, c'est deux hypothèses, c'est peut-être une combinaison des deux, c'est peut-être aucune des deux, mais en tout cas ça c'est à vérifier en lisant les transcripts notamment. Mais en tout cas, la marge elle tourne autour maintenant elle est tout le temps au-dessus des 10%, donc voilà, c'est plutôt dans le bas, tout en bas de la fourchette de ce que je cherche. Mais dans ce secteur, ça fait l'affaire. Donc voilà, ça c'est pour les critères de qualité. Et on va regarder maintenant la valorisation d'Ulta Beauty. Donc on prend le free cash flow par action des 12 derniers mois. Au niveau du taux de croissance, donc là c'est des taux de croissance quand même inférieurs à Lululemon. Donc je vais pas mettre 12. Free cash flow par action, je vais mettre 10. De toute façon, c'est approximatif en valorisation, il ne faut pas chercher à être précis. Le but, c'est juste d'avoir une idée à peu près de ce que l'entreprise elle est plutôt sous-évaluée, plutôt correctement évaluée ou clairement surévaluée. Donc 10% de croissance et le multiple, 20, ça me paraît... 20, ça me paraît pas mal. Je vais regarder comment ça a évolué. Et on est en effet à un plus bas en ce moment. C'est déjà descendu à 17. Mais vu la qualité, 20, ça me paraît raisonnable. Donc on va mettre 10% et 20.
Et c'est parti. Pour 13%, je pourrais l'acheter à 419 $ et elle est aujourd'hui à 382 $. Donc là aussi, ça vaudrait le coup d'aller investiguer plus loin. Parce que l'entreprise elle a l'air correctement évaluée, voire plutôt sous-évaluée. Et là, que ce soit pour Ulta Beauty ou que ce soit pour Lululemon, faudrait aller regarder quelles sont les raisons pour lesquelles le multiple de valorisation est si bas par rapport au passé. Et donc il doit y avoir des raisons spécifiques, quelques risques qui font peur aux gens. Et regardez pour chacun de ces risques, est-ce qu'il paraît surcoté, surévalué ou au contraire justifié. Donc voilà, si certains ont déjà fait ce travail, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis pour terminer, je rappelle que vous pouvez accéder à Graham en cliquant sur le premier en description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!